Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Les Escarpins rouges de Anya Linder. J'admire le courage d'Anya Linder, mon ami, j'adore son art. Milan Kundera. Il y a une journée de parenthèse entre mes deux vies. Cette journée, même maintenant, est très présente dans ma mémoire. Elle a ses couleurs, ses odeurs, ses bruits, ses rythmes et ne ressemble à aucune autre. C'était le vendredi 6 juillet 2001. Ce jour-là, lors d'un concert en plein air, un arbre tombe sur la scène. Il y aura 13 morts et 85 blessés dont Anya Linder. Elle sera donnée pour morte. Elle se réveillera en ayant perdu l'usage de ses jambes. Commence alors une vie incroyable, le destin d'une femme au courage héroïque. Sera-t-il possible de rejouer de son instrument, d'avoir des enfants, d'être une femme épanouie? Les Escarpins rouges et son autobiographie. Anya Linder y raconte sa vie depuis son tragique accident jusqu'à aujourd'hui où elle se produit en Europe. C'est son combat contre le handicap et les préjugés pour être une femme libre, rechercher la beauté du monde et continuer à vivre de son art. Par son destin d'exception et sa personnalité lumineuse, Anya Linder fait partie des harpistes les plus charismatiques et populaires de sa génération. Des notes sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Préface par Diane Ducret. Difficile d'avoir les pieds sur terre quand on ne les sent plus. Autant se grandir pour avoir la tête dans les nuages. C'est ce qu'a fait Anya Linder. Lorsque l'auteur m'a demandé de préfacer Les Escarpins rouges, j'ai tout d'abord écouté sa musique. Impossible pour moi d'accepter cet exercice que j'avais toujours refusé jusqu'à aujourd'hui. Uniquement parce qu'elle serait, tout comme je le suis, une accidentée de la vie à laquelle on peut accoler le mot handicapé. Je ne voulais pas éprouver un sentiment de compassion. J'espérais découvrir le talent d'une femme qui me rendrait fier. Je n'y connais pas grand-chose en musique, mais je m'y connais en sentiments humains. Et j'ai entendu alors le son d'un être qui a sublimé la violence déchirante du monde, pour lui donner le visage de la beauté. Je m'étais dit qu'écrire une préface, c'était rendre service et prêter mon nom. Mais après avoir lu Les Escarpins rouges, je ne sais plus très bien laquelle des deux auteurs a rendu service à l'autre, tant j'en suis sorti bouleversé. Anya Linder raconte ce que certains d'entre nous ont vécu, un accident. Celui qui soudain fait éclater notre raison, notre corps, notre connaissance supposée de la vie. Sa banalité, son aberration, son ridicule. Quelques secondes plus tôt, quelques centimètres plus à droite, le destin tient à cela. Elle décrit les et si dont on se ronge les sangs lorsque l'on a été frappé par une calamité. Et si je n'avais pas été à ce concert, et si je n'avais pas participé à cette compétition, et si je n'avais pas pris ma voiture, et si je ne me trouvais pas seul dans la rue ce soir-là. Comme si nous étions enfermés dans une boîte noire à remords, qui aurait tout enregistré de notre vie d'avant. Du jour au lendemain, nous voilà bombardés de termes médicaux incompréhensibles. Nous nous réveillons le corps rempli d'outils dignes d'un chantier de construction, des vis, des plaques, du métal. Pour un peu, on aurait envie de devenir contremaître. Anya Linder dit tout haut ce qu'on vit tout bas, quand chaque fois que l'on vous touche, c'est pour vous faire mal, vous piquer, vous coudre, vous drainer, mettre des choses, en enlever d'autres. Elle ne cache rien de la solitude et de la vulnérabilité extrême que l'on peut ressentir. De ce transsibérien de la douleur humaine qui emmène dans un pays lointain dont on ne revient pas. Certains se laisseraient emporter par le désespoir de cet exil, mais pas elle, pas ceux qui ont su se transcender par la beauté. Car le livre d'Anya Linder ne parle de la douleur que pour parler de la joie. Il ne parle de la pesanteur d'un corps que pour parler de la légèreté. En parcourant ces lignes, je me suis trouvé avec elle des points communs singuliers. L'absence d'un parent que ni les rencontres ni l'art ne savent combler, le sentiment d'injustice, la détestation pour les linoléums bleus des sols d'hôpitaux et des centres de rééducation, l'amour pour la musique de Chopin capable de faire taire les angoisses du lendemain. Avoir vécu une vingtaine terrible et contrariée dont tant de gens disent qu'elle est la plus belle des décennies, et en être ressortie pas tout à fait entière. J'y ai retrouvé également le regard que l'on porte sur les jeunes femmes qui se lancent dans des carrières artistiques ou intellectuelles. Elle a une silhouette de mannequin. Pourquoi veut-elle faire de la musique alors que c'est si difficile? Entendra-t-elle à son passage?
Parce que nous froissons nos vêtements. Plus à courir ni à danser, mais à rire, écrire, jouer, suer, aimer. Le regard sur les femmes, qu'elles soient artistes ou handicapées, est parfois bien cruel et terriblement réducteur. Voilà qui ne doit pas nous arrêter. Anya a dû se reconstruire à partir de ruines. Mais ne vient-on pas du monde entier et depuis des siècles, admirer les ruines de Rome? Parce qu'elles ont décidé de ne pas se laisser noircir par les avanies des temps, de se dresser avec grâce, même couchées au sol ou avec des bouts manquants. Nous ne sommes pas éternels, mais ce en quoi nous croyons l'est, et ce pourquoi nous continuons de nous dresser, la beauté. Le livre d'Anya Linder nous donne le choix, mais nous amène avec grâce à devenir des survivants, à retrouver le goût du bonheur. En terminant son livre, je n'avais qu'une envie, foncer m'acheter une paire d'escarpins rouges. En signe de reconnaissance, de résistance, d'affirmation de ma féminité. Parce que savoir apprécier la légèreté d'un talon est le signe que l'on n'a pas sombré, que l'on a encore aux lèvres la couleur d'aimer. J'espère vous aussi vous croiser un jour, une paire d'escarpins rouges aux pieds. Chapitre 1. Il y a une journée de parenthèse entre mes deux vies. Cette journée, même maintenant, est très présente dans ma mémoire. Elle a ses couleurs, ses odeurs, ses bruits, ses rythmes et ne ressemble à aucune autre. C'était le vendredi 6 juillet 2001. J'ai été réveillé par un rayon de soleil dans ma chambre. Quand je me suis levé pour faire du thé, le plancher en bois a craqué sous mes pieds. L'appartement baignait dans une belle lumière jaune. J'ai commencé à ranger mes affaires, car je revenais de 10 jours de stage à l'Académie musicale de Villecroze, et je devais repartir en avion à Paris 3 jours plus tard pour signer un contrat avec les Jeunesses musicales de France. Cette association devait nous garantir, à Nathalie, soprano et moi, harpiste, une 50aine de concerts pendant 2 ans. J'avais beaucoup de choses à faire, peu de temps et l'impression que je n'y parviendrais pas. À midi, Laurent et moi étions attendus pour déjeuner chez ma mère et ma tante. Nous avons mangé sur la terrasse tous les 4. J'étais contrarié car je ne voulais pas accompagner Laurent à son concert du soir, mais il insistait car une buvette était prévue. J'étais censé aider, et si j'annulais si tardivement ma venue, ce serait difficile de trouver quelqu'un pour me remplacer. J'ai cédé, j'irai à la fête. Maman m'a lancé un regard triste quand je suis reparti. Je ne sais plus ce qui s'est passé l'après-midi, mais à partir de 18h, les souvenirs sont restés intacts. Comme j'avais décidé d'accompagner Laurent, je voulais le faire pleinement, aider les Yiddish mamas et papa et me faire belle pour l'occasion. J'ai bouclé mes cheveux châtains, j'ai mis un magnifique pantalon pattes d'éléphant fleuri que m'avait offert mon ami Frédéric quelques semaines avant, un t-shirt noir petit bateau et des nu-pieds roses. Avant de partir au concert, j'ai vérifié ma tenue dans le miroir. Je me souviendrai toujours de cette dernière vision de moi debout, de mes longues jambes fines et de mes fesses rebondies que ce pantalon mettait en valeur. Et nous sommes partis. Le concert avait lieu dans le parc du château de Pourtalès, aux abords de Strasbourg. C'était impossible de trouver une place à proximité. Laurent s'est donc garé dans le parking d'une ferme qui se trouvait non loin de la scène. En arrivant sur le lieu du spectacle, nous avons été chaleureusement accueillis par les autres membres du groupe et par leur manageuse. J'ai demandé si je pouvais les aider en tenant la billetterie. Sidonie, la manageuse, m'a dit que je serais plus utile à la buvette. Elle se chargeait de la billetterie. On ne se rend pas compte que dans certains moments chaque décision, chaque déplacement peut décider du reste de votre vie. Je me suis donc dirigé vers cet endroit dont personne ne ressortira. Le concert ne devait débuter qu'à 21h, mais les Yiddish mamas et papa devaient faire un raccord. Laurent, qui était le saxophoniste du groupe, ils étaient 3 chanteurs et 3 musiciens, m'a laissé pour aller installer ses instruments sur scène. Pendant ce temps, j'étais chargé de vendre les boissons avec une autre personne jusqu'au début du concert. Beaucoup de gens sont venus se rafraîchir, me saluer, dont une collègue harpiste et un couple d'enseignants, des cinquantenaires très amusants. Puis tout le monde s'est installé. Le temps était incertain, l'atmosphère était tendue. Il s'est mis à pleuvoir dès la 2e chanson. Les Yiddish mamas et papas se sont arrêtés,
et ont annoncé qu'ils reprendraient lorsque la pluie aura cessé. La Seine n'était absolument pas abritée, les gradins non plus. Le seul refuge contre la pluie était donc la petite buvette. J'y suis retourné pour continuer à servir pendant l'averse. Quelqu'un m'a demandé une eau pétillante. J'ai eu le temps de voir des feuilles voler brutalement sous une rafale de vent, de me retourner vers le réfrigérateur pour choisir la boisson demandée quand un craquement effroyable a eu lieu. J'ai été projeté à terre. Le choc avait été tellement violent que je ne savais pas si j'étais vivante ou morte. Je n'étais que douleur. Mon dos, ma poitrine, mon visage me faisaient souffrir avec une violence qui m'effrayait. Je me touchais pour vérifier que j'étais vivante. Tout le monde hurlait, il faisait nuit, il y avait des branches au-dessus de moi, en dessous de moi. Quelqu'un a crié qu'il fallait partir, sinon on mourrait tous à la prochaine rafale de vent. J'ai essayé de me relever. C'était impossible, mes jambes ne me répondaient plus. La peur a fait place à la panique. Que m'arrivait-il? Qu'est-ce que cela voulait dire? J'avais du sang et des éclats de dents dans la bouche, et j'appelais désespérément Laurent. Ma voix sortait étrangement. Je voulais hurler, mais il ne sortait de ma gorge qu'une voix assourdie. J'avais aussi beaucoup de mal à respirer. J'ai réussi à toucher mes jambes. Pourquoi étaient-elles comme du bois? Pourquoi ne faisaient-elles aucun mouvement? Laurent est arrivé, je voyais enfin son visage. Il était vivant et n'avait pas été touché. Je lui ai dit que je n'arrivais plus à bouger les jambes, que j'avais une douleur effroyable au dos et aux poumons, et que je n'arrivais pas à me dégager des branches. Il a essayé de le faire, mais c'était des branches bien trop lourdes. Alors, il m'a dit qu'il allait chercher quelqu'un pour l'aider, qu'il me ramènerait une couverture pour me protéger de la pluie. Je savais qu'il devait le faire, mais je voulais qu'il reste avec moi, qu'il me tienne la main. C'est lorsqu'il est parti que j'ai commencé à avoir conscience de la situation. Mes poumons n'étaient pas contractés par l'angoisse. J'arrivais de moins en moins à respirer, et je ne tiendrais pas longtemps sans être secouru. J'ai compris que mes jambes étaient paralysées, que ce n'étaient pas les branches qui les empêchaient de bouger. Ma vie de femme debout a défilé, avec tous ces moments heureux. Et la harpe? Comment en jouer avec des jambes paralysées? La panique à cette idée était telle que j'ai réussi à appeler au secours. Il pleuvait beaucoup. J'étais allongé sur le dos et la pluie me rentrait dans la bouche. J'étais transi. Les secours commençaient à arriver, j'entendais au loin leurs sirènes. Mais Laurent ne revenait pas. Je me sentais défaillir, mais je voulais le revoir. Je ne pouvais pas mourir sans le revoir. Il m'avait promis qu'il reviendrait, et il tenait toujours ses promesses. Il y avait un bruit de scie qui se rapprochait. Les voix étaient plus nettes. « Ne bougez pas, on va vous sortir de là. » Les secouristes sciaient les branches pour en dégager les personnes prisonnières. J'ai crié pour leur dire où j'étais, mais plus aucun son n'est sorti. Je ne trouvais plus d'air et je m'enfonçais dans le noir. Un puits noir. Je ne voulais pas y aller. Je résistais. Je continuais à regarder la petite lueur blanche que je voyais encore devant moi. C'était certainement la mort, mais je voulais la vie. À peine consciente, j'ai entendu des voix très proches demander s'il y avait quelqu'un par là. J'ai réussi à lever un bras et à le garder tendu. J'ai encore aperçu le visage du pompier qui m'a dégagé des branches et j'ai sombré. À partir de là et durant les 3 jours qui ont suivi, j'étais entre la vie et la mort. Il ne me reste que quelques flashs et les détails que m'ont rapportés mes proches. Après que j'ai été dégagé des branches et mise sur un brancard, les médecins urgentistes arrivés sur place m'ont examiné et m'ont emmené là où se trouvaient les cas les plus critiques, dans la clairière. Un endroit sans arbres et sans autre risque de chute. On m'a demandé le numéro de la personne que je souhaitais contacter en priorité. J'ai donné le portable de mon frère Marc. Laurent était à mes côtés maintenant. Les médecins lui ont dit qu'ils allaient m'emmener aux urgences. Il a suivi l'ambulance avec sa voiture. Mon état s'étant encore aggravé durant le trajet, ils l'ont appelé pour lui dire qu'ils allaient m'opérer à l'hôpital de Haute-Pierre et qu'il devait venir. C'est là qu'il a appelé ses parents et mon frère pour leur demander d'être à ses côtés.
L'accident de Pourtalès a rapidement été déclaré plan rouge. Dans les hôpitaux, les meilleurs chirurgiens orthopédistes ont été réquisitionnés pour opérer. Nous étions 200 spectateurs, il y avait 150 blessés, énormément de dos brisés. On m'a fait un scanner. Je ne savais plus où j'étais, je commençais à nier le présent, à imaginer que je pouvais retourner en arrière. Décider de rester sur ma position et ne pas aller à ce concert. Il suffisait que je décide de ne pas y aller, et tout redeviendrait normal. Je faisais sûrement un cauchemar. Un tel enfer ne pouvait provenir que d'un cauchemar. Mais pourquoi alors était-ce si difficile de m'en extirper? Pourquoi alors mon corps me faisait-il tant souffrir? La douleur était inimaginable. Encore aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir une douleur plus intense. J'ai été la première à être opérée par le professeur Steb. Ma colonne vertébrale était pulvérisée. J'avais un pneumothorax, de multiples blessures, fractures et vertèbres brisées. Ils m'ont mis une ostéosynthèse afin de reconstruire ma colonne, des plaques, des vis, des clous en titane pour maintenir le dos, et m'ont intubé pour que je puisse respirer. Pendant 2 jours, mes proches se sont relayés à mon chevet. Je ne pouvais quasiment pas parler, ni comprendre mon état. Je voulais revenir en arrière. Pourquoi Laurent avait-il tellement insisté pour que je vienne avec lui? Sa présence à mon chevet me remplissait de colère et de douleur. Seul mon frère Marc parvenait à garder une expression de visage contrôlée. Sur les autres, je lisais l'effroi, la stupeur ou la tristesse. On m'a enlevé l'appareil respiratoire 48 heures après mon opération, le lundi 9 juillet. Le mercredi, l'équipe médicale a décidé de me transférer en réanimation à l'hôpital civil, dans le service orthopédique du professeur Steb qui m'avait opéré. C'est à partir de là que mes souvenirs deviennent plus précis. J'entends encore une infirmière dire à sa collègue: « Il faut lui couper les cheveux. Avec les feuilles qui y sont collées et ses boucles, il n'y a rien à faire, c'est une source de germes. Elle a eu suffisamment de traumatisme, je vais trouver du démêlant, les laver et m'occuper d'elle, » lui a répondu sa collègue. Je crois qu'elle est restée même après son service pour s'occuper de mes cheveux, aidée d'une aide-soignante. Elle l'a fait avec infiniment de délicatesse. C'était la première fois depuis l'accident qu'on me touchait sans me faire mal. Elle a réussi à démêler mes nids capillaires, puis je lui ai demandé d'appeler ma mère. J'avais envie d'une tartelette au citron et de ma trousse de maquillage. Je voulais reprendre contact avec la vie. Il paraît que ma mère a appelé tout le monde en leur disant que je n'allais plus mourir, et que j'étais toujours moi, puisque je demandais une tartelette au citron et du maquillage. Le lendemain, j'ai dû faire une IRM. Au retour, on m'a annoncé qu'il fallait me réopérer en urgence, car une partie de mon dos était restée sans matériel. Ça ne tiendrait pas. L'opération devait avoir lieu à Haute-Pierre, où j'avais déjà été opéré la première fois. Tout de cette opération est resté gravé dans ma mémoire. Quand je ferme les yeux, je ressens encore la peur et le froid de ces longues heures à attendre seul, sur un lit d'hôpital, dans un couloir. Ce sentiment de vulnérabilité absolue et la douleur insupportable à mon réveil dans le box de réanimation de l'hôpital civil. À 2 heures du matin, mon corps n'était que douleur. Je me souviens de l'envie de disparaître, de me dissoudre, du besoin de tenir la main d'une personne aimée, d'entendre la voix de maman. Et pas de pompe à morphine pour m'aider. J'appelle l'infirmière et lui demande de la morphine. Elle me répond que ce n'est pas de son ressort, qu'il faut attendre que le médecin de garde se réveille. Elle ne veut le réveiller qu'en cas d'urgence. À 4 heures du matin, je n'en peux plus de douleur et de colère. Pas un centimètre de mon corps qui ne soit source de souffrance intolérable. Chaque minute était un calvaire, j'étais seul. On me répondait que le médecin me donnerait de la morphine dans quelques heures. Quand 1 minute vous paraît une éternité, la perspective d'attendre des heures est révoltante et inacceptable. Pourquoi me laisse-t-on seul et dans cet état? C'était inhumain. À 5h30, j'ai commencé à arracher mes perfusions pour que tout cela s'arrête. À ce moment-là, l'infirmière s'est décidée à appeler le médecin de garde. Il est venu 5 minutes après et m'a mise sous morphine.
Je suis resté encore une semaine en box de réanimation, avant de monter en grade, et d'avoir la chambre de Zidane au service d'orthopédie. De cette semaine, il me reste quelques bribes. La visite de mon frère aîné Jean-Daniel, marchant en pleurant devant mon lit. Il disait que ce n'aurait pas dû tomber sur moi, que des 4 enfants Linder, j'étais la plus talentueuse et la plus belle. Il me témoigne si rarement son attachement ou sa fierté, que ces mots m'ont marqué. Puis, il y a eu cette visite d'un grand neurologue appelé par mon chirurgien pour avoir un pronostic. Il m'a demandé de bouger mes jambes inertes, a fait des tests avec son marteau à réflexe. À défaut de pouvoir me certifier que je remarcherai un jour, il était du moins certain que je pourrais aller aux toilettes seul et avoir une vie sexuelle normale. Je ne comprenais pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.